Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension en ce jour du 15 août 2024. Alors vous avez été très nombreux à réagir aux dernières vidéos de câblage et avant de continuer le câblage et de vous montrer d'autres points de réalisation, je voudrais revenir sur une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous dans l'espace commentaire, qui n'avait pas été abordée dans la vidéo de câblage parce que moi c'était implicite et j'en avais parlé par ailleurs. C'est le découpage des rails. Alors en fait, le réseau de Wessenheim, à ce niveau-là, répond à un découpage de zones, donc des zones d'alimentation, des sections d'alimentation, qui sont en fait parfaitement isolées les unes des autres par des éclisses isolantes. C'est-à-dire que les deux fils de rail sont sectionnés et marquent l'entrée d'une zone et la sortie d'une zone. Ce qui fait que sur l'alimentation des droppers, j'ai pour chaque section d'alimentation le canal N et le canal P, le rouge et le noir, qui viennent alimenter spécifiquement cette zone. Et c'est exactement aussi la même chose avec les aiguillages. C'est-à-dire que les aiguillages, qu'ils soient dans les grilles ou qu'ils soient en pleine voie pour faire des bifurcations, sont eux aussi totalement isolés et ont leur alimentation qui est propre. Alors cette alimentation, elle peut être connectée à un feeder avec des règles dont j'aurai l'occasion de vous reparler peut-être dans une autre vidéo parce que aujourd'hui ça va pas être le centre du sujet, mais je voulais simplement réévoquer les choses. Donc en fait, on a une autonomie d'alimentation spécifique pour chacune des sections d'alimentation, alors que c'est vrai que pas mal de préconisations données dans les topologies sectionnent le canal P, le rail du canal P, mais laissent le rail du canal N commun. C'est en indiquant qu'on peut faire des repiquages. En fait, ce truc-là pose... enfin, cette configuration-là de ne sectionner qu'un fil de rail pose des problèmes, notamment en ce qui concerne la stabilité de la voie. Je m'explique. Quand on a une section qui est isolée sur les deux fils de voie d'un côté et de l'autre, la dilatation éventuelle du support de la voie et de la voie fait que on a moins de risques de déformation de géométrie. Donc ça, c'est pour l'aspect mécanique. C'est vachement intéressant et c'est quelque chose qui permet, d'une certaine manière, de délimiter une zone. L'autre chose, c'est que en cas de maintenance, suite à une panne, on peut tout de suite isoler visuellement et spatialement la section qui pose problème. Puisque si on a une section qui, par exemple, se met en court-circuit, par exemple, parce qu'un chat a fait un vomi dans une gare cachée, et ben, la voie qui se met en défaut, la voie qui crée le défaut, ne va pas venir contaminer, en fait, au niveau des courts-circuits, le reste du réseau. Alors là, je vous parle d'un cas très pratique, parce que moi, j'ai pas mal de chats ici, et donc du coup, c'est une situation qui m'est arrivée un certain nombre de fois, mais il n'y a pas que ça, il peut très bien y avoir un tournevis qui est laissé sur la voie, on l'a oublié, ou des pièces d'une locomotive qui sont tombées, enfin des choses comme ça. Donc le fait de zoner complètement la section d'alimentation, ça permet, et notamment dans le cas d'une évolution ultérieure vers un système plus moderne, ça permet de pouvoir faire de faciliter en fait le diagnostic de la voie. Donc c'est pour ça que ce qui est préconisé dans le montage,
c'est justement d'avoir des sections de voie où dès qu'on rentre dans une nouvelle section rétro-signalisée, eh ben, on a une double coupure, hein, donc des éclisses isolantes sur chaque rail, en entrée et en sortie, ce qui fait que chaque zone est alimentée par un feeder qui est propre et donc qui est maintenançable et qui permet du coup une meilleure capacité à pouvoir dépanner une zone qui est défectueuse. C'est aussi dans le cas, par exemple, et moi ça a été très très pratique pour moi, pour trouver des sections d'alimentation qui subissaient des aberrations de rétrosignalisation, par exemple. Parce qu'à partir du moment où j'avais isolé dans le logiciel de MFAO que régulièrement, dans certaines conditions, quand j'avais un train à un endroit, j'avais un contact de rétrosignalisation qui me faisait une rétrosignalisation symptôme, ça me permettait et que j'avais une occurrence régulière de ce genre de panne, ça me permettait de voir directement si cette panne était liée à notamment une perturbation du feeder d'alimentation de ce segment, ou si c'était une mauvaise isolation, justement, de la section de voie, parce que parfois, pendant le montage, il peut y avoir des scories métalliques quand on fait de la disqueuse, des choses comme ça, qui viennent faire des faux contacts, et ces faux contacts sont suffisants pour laisser passer un courant de fuite qui, du coup, crée une erreur de rétrosignalisation. Donc, voilà, au plus on a une congruence et une finesse du découpage du réseau en zones, en sections d'alimentation, au plus ça va être simple ensuite après de pouvoir faire des maintenances spécifiques et donc du coup de gagner beaucoup de temps lors des opérations de maintenance parce qu'effectivement on peut localiser plus rapidement où se trouve le problème et c'est exactement la même chose avec les zones d'aiguillage, c'est-à-dire que quand on a une aiguille ou plusieurs aiguilles qui permettent d'alimenter un grill, qui forment un bloc autonome qui peut ensuite être aussi un bloc autonome de détection, c'est-à-dire que l'ensemble de ces aiguilles sont interconnectées entre elles, bien qu'isolées indépendamment les unes des autres, mais interconnectées ensuite sur le même feeder qui va sur, par exemple, une zone de détection de rétrosignalisation pour justement détecter s'il n'y a pas eu de dérive de wagon qui est resté, etc. Si par exemple on a un court-circuit spécifique sur cette aiguille, il suffit simplement de la déconnecter de la grappe des aiguilles qui sont des droppers qui sont tous connectés entre eux, puis ensuite connectés vers un feeder. On déconnecte l'aiguille en question, on l'isole complètement, on voit s'il y a encore un problème. Donc ça permet, si vous voulez, de simplifier énormément la détection des maintenances et ça permet aussi de pouvoir créer des zones techniques sans venir complètement immobiliser le réseau. Parce qu'effectivement, quand on a un rail commun, qui est généralement le rail N, où il n'y a pas de coupure et qu'il est simplement réalimenté régulièrement, on n'a pas de sas réel où on se dit je vais déconnecter cette section, faire ma maintenance, puisque le fait d'intervenir sur une section qui n'a pas été coupée sur les deux voies fait qu'on immobilise de fait tout le reste du réseau. Or, sur un réseau grand comme ça, je peux très bien intervenir sur une des gares cachées et avoir des trains qui continuent à circuler simplement en ayant déconnecté le feeder des wagons du dropper sans que ça vienne déranger. Si j'avais eu un commun en N, je ne pourrais pas faire ça. Voilà. Bon, écoutez, on va continuer tout de suite au niveau du câblage, et puis je vous reprends à la fin. Allons-y. Alors là, j'ai fini le repiquage de l'alimentation des 4 voies. Ici. Alors les fils qui passent là, il y a donc ici le bus CAN qui relie le rack nord et le rack sud de rétrosignalisation. Il y a ici un fil
spécifique torsadé. Alors en fait c'est du fil utilisé en télécom avec 8 paires torsadées pour l'ExpressNet. Et l'ExpressNet, on en a besoin pour les LA152, qui sont les prises qui permettent notamment de pouvoir brancher, que ce soit une Multimos ou une LH90 ou LH100, LH101. Et ensuite, après, j'ai du réseau Ethernet, RJ45. Donc tous ces câbles-là, ils peuvent rester dans un faisceau ensemble parce que ils se contaminent pas les uns les autres et ils ne transfèrent que de la data, pas du tout de puissance. Ensuite, après, donc les RJ45, ça c'est l'accès à une prise murale pour mon ordinateur. Donc tout ça, ça peut rester ensemble et c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans les gaines où je transmets de la puissance et qui sont uniquement là pour avoir un chemin différencié et ils parcourent tout le réseau. Donc ça, cette partie-là de câblage, je la change pas parce que ça, c'est la partie, on va dire, informatique, à l'exception effectivement du câble RJ45 pour le CAN, donc c'est le violet. Je vais avoir deux types de couleurs de câbles, hein. J'ai le violet et du orange. Alors ça, c'est un peu overkill ce câble que j'ai utilisé, parce que là j'ai utilisé du catégorie 7, alors qu'on n'a pas besoin pour le CAN de mettre du catégorie 7, du 5 ça pouvait tout à fait suffire. Mais comme j'ai une proximité de plusieurs types de réseaux, je me suis dit qu'il peut le plus, peut le moins, donc je mets du catégorie 7, sachant que le CAN n'exploite pas le blindage. Donc le blindage qui normalement est mis sur les prises RJ45 du catégorie 7, on voit d'ailleurs les traces sur la gaine du surblindage, parce qu'en fait le catégorie 7, il y a donc 8 paires, enfin 4 paires de signaux. Chacune des deux paires est enveloppée dans un blindage, et ensuite les paires sont surenveloppées de 2 surblindages. Donc c'est des câbles qui peuvent faire passer une très très grosse bande passante, hein. On parle de 10 gigabits seconde, alors que le CAN, on passe même pas le dixième de ça. Donc en termes de protection contre les rayonnements, c'est moins important. Donc là ici, là c'est pareil, hein, on voit, ça c'est donc les deux autres, ça c'est vraiment aussi, c'est du catégorie 6 pour l'informatique, hein, donc c'est là où transite le réseau informatique des ordinateurs vers ma baie de brassage et mon serveur. Et puis ensuite, après, on en a encore un, ça j'en ai pas parlé, le noir là c'est de l'USB. Parce que j'avais besoin de connecter la centrale LZV200 en USB, et donc j'ai un câble USB. Par contre, l'USB n'aime pas beaucoup la longueur, on est limité à 5 mètres, or j'ai bien plus que 5 mètres. Donc j'utilise un câble USB un petit peu particulier qui comporte une amplification. L'amplification, elle se trouve au niveau de la, comment s'appelle, de la rampe nord, et c'est un USB blindé. Alors c'est un câble qui coûte beaucoup plus cher que les câbles USB normaux, mais il est blindé par sécurité parce que justement je lui fais parcourir une distance qui est plus grande que la distance habituelle de l'USB. C'est un peu l'inconvénient de l'USB, c'est qu'on est limité à 5 mètres, et quand on veut monter au-delà de 5 mètres, on est obligé d'utiliser des câbles particuliers qui coûtent beaucoup plus cher, avec ce qu'on appelle des suramplificateurs qui permettent de garder les informations série et de les réamplifier pour qu'elles puissent parcourir la longueur supplémentaire. Voilà, donc là ici, la réalimentation des 4 voies de la gare cachée du niveau 0, c'est terminé. Donc maintenant je vais pouvoir passer à d'autres
à d'autres câblages. Voici le câble, qui est aussi un câble 4 paires, que j'utilise pour l'ExpressNet. Donc là, vous voyez, c'est du câble monobrin. Alors, c'est pas trop grave pour l'ExpressNet, parce que ce qui est important, c'est que ce soit un câble qui soit protégé en perturbation. Mais c'est pas, je passe pas de puissance sur l'ExpressNet. Et les signaux sont finalement assez simples. Et donc, j'utilise ce câble-là pour pouvoir le connecter. Ben, alors, vous voyez, il y a l'arrière LA152 qui est là-bas. Du coup, ce câble-là, il va transiter, il va aller se connecter là-bas. Alors ensuite, pour revenir un petit peu au rack technique, donc là, bah, on a les 4 canal P, donc des 4 voies que j'ai câblées, et puis j'ai installé donc la distrie pour le canal N au plus proche de l'autre distrie, hein. Donc on a la liaison qui est faite ici entre le signal qui arrive de la centrale, et puis ici j'ai bien une proximité qui est très similaire en distance. Donc là je suis bon. Je vais avoir une autre distrie ici pour ce qui vient du booster. Et puis maintenant il faut que je continue le câblage. Là on a un câble qui vient d'être tiré par rapport à l'alimentation de la voie ici. Donc le dropper est là. Et puis ce câble là il va ensuite après être séparé, mis sur la distrie et sur la sortie adéquate. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des fils qui sont à détorsader, il y a énormément encore de câblage à faire ici. Ça sera la deuxième étape du câblage, qui sera le câblage de toutes les cartes de commande de commutation des effecteurs, donc des aiguillages. Là, ce sont des SADEC 4 de chez LDT, mais le problème, c'est que au début du réseau, j'avais utilisé des moteurs PL10 de Rocco, avant de passer sur des MP1 et des MP5. Donc là, on a MP1. Donc, mais le problème, donc les SADEC, elles peuvent piloter des MP1 sans problème. Le seul truc, c'est que au niveau de la polarité des pointes de cœur, c'est pas comme le système de Mu-Junction. On est obligé d'utiliser les commutateurs ici. J'aurai l'occasion de vous en reparler quand je parlerai du câblage spécifique de toute la partie aiguillage. Mais je disais donc, les PL10, ils ont besoin de mécanismes de décharge capacitive. Donc là, vous voyez, pour l'instant, j'ai mis temporairement les condensateurs, ils seront montés ailleurs. Et comment s'appelle, les anciens, je les avais posés là, mais ce sont des pompes diodes. Parce qu'à la base, j'alimentais tout ça en alternatif, donc en 20 volts, en 18 volts alternatif, avec le transformateur torique. Évidemment, ce transformateur torique ne peut plus être gardé puisqu'il n'est pas considéré comme étant aux normes, hein. Ça fait partie des choses sur le rack technique que j'ai obligé d'être changé. Donc je vais devoir tirer un câble depuis une alimentation à découpage classe 2, classe 3. Et donc, vu que je ne serai plus en alternatif, comment ça s'appelle, les pompes diodes là vont plus être nécessaires, donc je vais les enlever. J'aurai simplement besoin de la réserve d'énergie donnée par les condensateurs, mais tout ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Les distries qui sont là, elles vont être changées, donc il va y avoir encore beaucoup de travail à faire sur le câblage. Par contre, j'ai repris et j'ai modernisé en mettant mes supports de Wago, et j'ai remis des Wago, j'ai raccourci mes droppers au maximum pour, justement, vu que j'ai une section de câble qui est un petit peu légère, il vaut mieux que j'ai le moins possible de distance de câble pour éviter les perturbations et les échauffements, etc. Donc du coup, en passant de la puissance comme ça sur une faible distance, c'est pas trop grave d'avoir cette section-là qui est peut-être un petit peu petite, hein. Là, on a du 0,20 mm², c'est vraiment limite inférieure. Donc,
pour pallier à ce problème-là, j'ai raccourci au maximum les droppers, et je vais venir directement injecter mes feeders. Et alors là, on a tunnel CAN, donc tunnel des canonniers D, et tunnel des canonniers M, donc c'est ce sont les deux sections d'alimentation qui vont s'arrêter, je pense, là, ici. Donc un niveau en dessous, parce que à cet endroit-là, j'ai une coupure ici, et j'ai une coupure ici. Donc là, c'est pour les voies panoramiques montantes, par là, et les voies panoramiques descendantes. Et donc tout ça, bah, vous voyez, il y a encore l'ancien câblage, donc j'ai encore pas mal de choses à faire, et ça, c'est géré, ce truc-là, c'est géré par 67.3. Alors, pourquoi j'ai gardé des appellations 65 à 70? C'est parce que dans les accessoires DCC, la rétrosignalisation commence avec l'adresse 65, mais avec Rocco, on peut... la nomination des comment s'appelle, des différents boîtiers de rétrosignalisation est différente, et on peut leur donner un numéro qui commence à 1. En fait, ils utilisent ce qu'on appelle des tags d'identification, et donc on n'utilise pas les adresses les adresses 65 à 128, on peut utiliser les adresses 1, etc. Mais par souci de rétrocompatibilité avec l'ensemble de mes schémas, j'ai donc gardé 65-1 pour me dire que c'est la première carte de rétrosignalisation du réseau. Comme ça, au moins, je me souviens que dans les configurations des logiciels de MFAO, eh ben, il faut que je fasse la correspondance entre 65 et 1. Bon, avec Train Controller version 10, on n'a plus besoin de ça, mais j'ai gardé l'appellation parce que dans mes fichiers Excel et tout ça, je les ai appelés comme ça, ce qui me permet de pouvoir avoir une vision un petit peu DCC, canal historique, sachant que sur le système nouvelle génération, on va plus du tout être avec ces problématiques d'appellation. Donc là, c'est vraiment du pense-bête visible pour le câblage de ce type de topologie. Voilà. Alors ensuite, après, il y a effectivement les nouvelles voies là qui sont en cours de montage. Là, j'ai posé pour l'instant la marquise sur la planche de fabrication, donc elle doit être plus basse normalement, hein. Mais pour le moment, je travaille pas du tout là-dessus. Par contre, je vais devoir faire les droppers, donc il va falloir que je pose la voie quand même sur la voie 5 pour pouvoir mettre les droppers, récupérer les droppers et faire passer, puisque tout ça, ça va aller sur le 70-6 ici. Parce que en fait, l'ensemble de ces 6 boîtiers de rétrosignalisation, en fait, ont en charge juste tout ça. Donc au niveau du poste d'aiguillage qui est là-bas, ça c'est les 2 voies, puis les 4 voies qui passent sous la vieille ville de Wissenheim, qui arrivent sur le grill qui est là plein de bordel, et ensuite toutes les voies qui vont venir ici, ainsi que les voies à marchandises qui seront là une fois que j'aurai fait la structure. Donc globalement, à part quelques exceptions qui sont les 2 voies panoramiques montantes et descendantes qu'on voit là-bas, tout le reste est sur une portée relativement restreinte en termes de longueur de câblage par rapport à ça, et c'était mieux que d'avoir mis le rack technique là-bas, parce que du coup ça me fait moins de fil à tirer, comme je vous l'expliquais dans les vidéos précédentes. Voici le rack technique d'alimentation qui ne peut plus être utilisé tel quel, même si en termes de sécurité il était tout à fait correct, mais par contre il ne pouvait pas être utilisé pour l'alimentation d'un train miniature. Pourquoi? Eh ben en fait à cause de ça, à cause de la masse et du risque de mise en masse commune et de court-circuit à la terre, pardon, je devrais plutôt parler de terre, et ça c'est totalement interdit parce qu'il n'y a pas d'isolation réelle entre les différentes alimentations et la terre, et donc il peut y avoir des risques de retour de terre, des courts-circuits, et comme on a des conducteurs apparents, puisque on a des rails qui sont apparents,
dans le cadre de réseaux non professionnels, de réseaux miniatures domestiques, on doit faire une séparation absolue entre le circuit primaire et la terre du circuit primaire et le circuit secondaire, ce qui n'est pas le cas sur ce genre d'alimentation en découpage. Donc d'un point de vue de l'assurance, ce rack technique, s'il y a un incident, un choc électrique, on n'est pas couvert. Et ça, c'est un point qui, moi, m'oblige à revoir l'intégralité de mon rack technique d'alimentation, en gardant effectivement, donc ce qui va être remplacé, c'est que je vais garder la boîte de dérivation qui va me permettre d'aller sur une espèce sur des prises non encastrées, et dessus, je vais venir mettre les prises des alimentations à découpage classe 2, classe 3, qui ensuite, après, me permettront de pouvoir alimenter le réseau, sachant que sur la façade, je vais garder exactement le même display, l'interrupteur général, donc c'est ça qui va venir en fait couper l'alimentation de la pseudo-prise multiple qui se trouvera derrière. Et ici, la puissance en entrée, donc plutôt la consommation en ampères en entrée, des trois... alors ça sera plus dual booster, ça sera single booster, mais c'est pas grave, parce que le dual booster il va partir dans l'extension, je vous en parlerai après. Mais ça me permettra de voir la consommation en entrée avant, à la sortie des transformateurs classe 2, classe 3, pour voir leur consommation en temps réel et voir ce que le réseau tire et ce que les centrales et les boosters tirent. Et ici, je vais avoir alors celui-là, il va être changé parce que c'était pour le transphotorique qui sera peut-être plus utilisé, je ne sais pas encore, parce que moi j'ai quand même besoin d'avoir de l'alternatif non transformé, donc normalement celui-là, il me permettait de vérifier la tension à la sortie des deux phases du transphotorique, mais ou tout du moins à l'une des deux secondaires du transphotorique, pour être exact. Donc je ne sais pas encore quel va être le sort de celui-là, mais bon, sinon je le remplacerai par une version en courant continu pour monitorer l'alimentation qui va à la Z21. Donc ça techniquement, ce panneau-là va pas changer, et ici on n'aura pas de changement de panneau. C'est tout pour aujourd'hui, je tiens à vous remercier, vous avez été très nombreux à poser des messages dans la section commentaires, vous êtes aussi de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, ça me fait énormément plaisir. On va continuer encore pas mal de vidéos de câblage, je vais vous montrer encore pas mal de cas, il y a, je pense, dans les prochains jours, je vais vous parler de la partie CAN, puisque ça c'est une spécificité du système Z21, mais qui pourra être utilisée et qui est une technologie d'avenir dans le modélisme ferroviaire. Et d'ailleurs, Rocco et Zimos sont un peu les précurseurs de la technologie CAN. Donc du coup, la prochaine vidéo, je vous parlerai de pourquoi le CAN est un élément très important et qui change radicalement la façon de penser le câblage et de véhiculer en fait la porteuse DCC non amplifiée d'un point à un autre sans générer de perturbations sur cette information brute. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je viendrai aussi du coup vous parler un petit peu des avantages. Alors là, effectivement, vous allez encore me dire, je vous parle de Z21 et de la topologie Z21, parce que là, c'est celle que je recable en ce moment, mais on aura l'occasion de parler un petit peu des avantages du système par rapport aux autres dans la situation actuelle, et puis les ouvertures futures qui viendront, je l'espère. Mais pour l'instant, effectivement, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans les dernières vidéos, là, je fais un câblage qui est adapté pour Z21, mais qui sera ensuite, après, évolutif. C'est ça aussi l'intérêt. En tout cas, je tiens à vous remercier encore une fois. Et puis, pour
Aussi toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee. Un grand merci à vous. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo de câblage et d'explication de câblage. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Profitez de cette journée fériée du 15 août. Prenez soin de vos proches. Et en attendant, si vous avez la possibilité, faites du train. Ciao!